Bonsoir tout le monde, bienvenue aux Insoumis en différé ce soir. Pourquoi? Parce que mon invité est en Europe, j'allais dire en France ou en Suisse, ou en fait je sais pas où il est exactement, donc je vais dire en Europe. C'est Jean-Dominique Michel, que vous connaissez probablement tous déjà, l'incontournable Jean-Dominique Michel. Avant de recevoir mon invité, par contre, je fais encore ma petite annonce sur le congrès de la Fondation. Je vous en parlerai pas pendant 2 heures, seulement 30 secondes pour vous rappeler que le congrès se tient du 6 au 8 juin prochain, qu'on a des invités absolument extraordinaires, incluant Jean-Dominique Michel. Et puis, je vais juste mettre ça à l'écran rapidement. Le thème cette année, reconnectons-nous les uns aux autres. Sans plus tarder, je vais accueillir mon prochain invité. Je me suis fait une petite introduction, là. Il a été recherché par les fact-checkers pour imposture et rhétorique douteuse, ce qui, dans le monde sans dessus-dessous dans lequel on vit, signifie qu'il est un homme droit qui partage des vérités qui dérangent. Comme je disais, il sera des nôtres au congrès de la Fondation du 6 au 8 juin. J'ai l'immense honneur d'accueillir Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique, bonjour. Hello Julie, écoute, merci à toi pour ton invitation et de ta confiance. Et effectivement, un imposteur sachant imposter est toujours prêt à de nouvelles impostures, donc très ravi de comploter avec vous. Super! Ben écoute, je trouvais ça tellement drôle. J'ai trouvé ça en cherchant. En fait, il y a quand même pas beaucoup d'attaques. Quand j'ai fait une recherche Jean-Dominique Michel sur Google, ben il y en a beaucoup moins que pour Didier Raoult ou Christian Perron. mais quand même. Je suis un peu jaloux, à vrai dire. Ils ont un palmarès qui est beaucoup plus prestigieux que le mien, mais aussi parce que je suis un petit peu moins menaçant. Et puis, non, blague à part, au début, ça fait drôle. Et puis, très rapidement, on comprend que c'est juste la règle du jeu aujourd'hui. Tu sais, tu as un petit décor western que j'adore. Je suis un grand fan de musique country. Yeah. La country, comme dit Willie Nelson, c'est 3 accords et la vérité. Et Johnny Cash, une autre très grande référence, disait « C'est très important d'être haï dans la vie, mais surtout d'être haï par les bonnes personnes. » Et je crois que c'est notre cas à tous actuellement. Donc voilà, enjoy. Exactement. Quand on est détesté par les autorités, c'est bon signe. D'ailleurs, Noam Chomsky disait à un moment donné, tant que mes écrits ne sont pas acceptés dans le New York Times, c'est que je fais du bon travail. Et à un certain moment donné, il a été publié par le New York Times. Donc, je me disais, OK, je pense qu'il devrait réécouter ses propres entrevues parce que c'est très mauvais signe quand on est publié dans les médias mainstream. Jean-Dominique, vraiment très heureuse de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je veux discuter de plein de choses, entre autres. Évidemment, on ne peut pas passer à côté du sujet covidien parce que c'est comme ça que moi, je t'ai connu. Bon, évidemment, tu existais avant la COVID, mais je pense que c'est là que la plupart des gens au Québec, en tout cas, à tout le moins, ben quoi que tu as travaillé au Québec là, pendant plusieurs années, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans appelons-la la résistance qui t'ont connu là, à travers tes interventions là, durant l'épisode covidien. Quel bilan tu fais après 5 ans de cet épisode COVID? À peu près le même qu'au début, sauf que je n'avais pas la vision d'ensemble. Si tu veux, moi je suis intervenu très tôt parce que ce qui nous était dit ne tenait pas la route sur le plan simplement factuel, même pas scientifique, factuel. John Ioannidis a très vite dit l'ordre de grandeur de la létalité de l'épidémie, c'est au pire 0,3%, l'équivalent de la grippe annuelle. Et au lieu de se réjouir de ces bonnes nouvelles, on a vu que la presse a fait d'emblée un matraquage anxiogène, alors que la règle de base en santé publique, c'est d'éviter à tout prix de faire paniquer la population, même quand c'est grave.
Alors là, non seulement c'était pas particulièrement grave, mais il y a eu un travail de sape énorme. Et puisque mon domaine de spécialité, c'est la santé mentale et la santé publique, je suis intervenu pour essayer de faire ce que je pouvais pour corriger ces erreurs de perspective qui étaient très largement diffusées, mais sans avoir encore de compréhension à ce moment-là de pourquoi les choses étaient configurées comme ça. Et en fait, on a tous été accusés d'être complotistes, mais c'est très immérité parce que en fait, on l'a été très peu et on a mis beaucoup de temps à comprendre la réalité du complot qui a organisé tout ça, parce que c'en est un. Et donc, en ce qui me concerne, dans un premier temps, j'ai plutôt naïvement, je dois dire, cru que c'était systémique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de médiocrité généralisée aujourd'hui dans la presse, la recherche scientifique, les universités, les gouvernants. Donc, on se rend quand même compte qu'ils ne font des choses bien et justes à peu près nulle part. Donc, quand il y a une crise sanitaire très mal gérée, on se dit, c'est normal, ils gèrent tout mal. Donc, ça aurait été étonnant, après tout, qu'ils gèrent bien cet épisode, mais sans avoir à ce moment-là une compréhension que ça allait beaucoup plus loin que ça. Il se trouve de surcroît que je suis un bon connaisseur de la corruption systémique dans le domaine de la santé, c'est-à-dire, pour le dire de manière très brève, mais c'est reconnu par toutes les autorités pertinentes qu'aujourd'hui, le système de santé dans nos pays a été pris en otage pour générer des bénéfices monstrueux du côté notamment de l'industrie pharmaceutique, au fond sans beaucoup d'égard ou d'intérêt pour la santé de la population. C'est notamment ce que Robert Kennedy Jr. ce à quoi il est en train de s'atteler aux États-Unis. Donc j'avais aussi conscience du fait qu'il y avait un gros hold-up à faire sur les finances publiques, mais je ne me doutais pas que tout cela avait été aussi intentionnel, et ça n'est qu'au moment où j'ai vu le côté systématique et totalitaire de la réaction, notamment pour faire croire aux gens que ce que nous vivions était normal, mais aussi pour disqualifier toutes les voix dissonantes, que là, je me suis dit, il faut que j'aille plus loin dans mon analyse, pas seulement m'intéresser aux paramètres sanitaires et à la gestion de l'épidémie, mais comprendre qu'est-ce qui organise tout ça. Et ça tombe bien, parce qu'un anthropologue, c'est quelqu'un qui réfléchit à ce qui organise les phénomènes sociaux, limités ou de grande envergure, et donc j'avais un petit peu tous les outils intellectuels et de compréhension à disposition pour aller beaucoup plus loin dans mon analyse. Ouais. D'ailleurs, tu as écrit plusieurs livres sur la COVID. Il y en a un qui est tout récent. Je vais juste le montrer à l'écran. En fait, montrer une quantité phénoménale de livres. Tu as écrit beaucoup de préfaces également. Mais La fabrication du désastre, c'est ton petit dernier. Et je me disais, encore un livre sur la COVID. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas écrit suffisamment déjà? En fait, je l'ai acheté, je dis ça pas parce que... je trouve que c'est une excellente synthèse. Je ne l'ai pas lu au complet, mais je l'ai feuilleté. Pourquoi un autre livre sur la COVID? Tu avais déjà fait Autopsie d'un désastre, c'est ça? Autopsie d'un désastre? Autopsie d'une crise sanitaire pour commencer. Ah non, pardon, Anatomie d'une crise sanitaire, ça avait été le premier en mai 2020. Et j'ai la satisfaction de voir que 5 années après, la quasi-totalité des analyses ont été confirmées. Et c'est pas par miracle ou parce que je serais plus intelligent que qui que ce soit, mais c'est juste que quand on aborde avec honnêteté et justesse une situation avec des bons outils de réflexion, quand on est compétent et expérimenté, on voit juste, c'est pas sorcier. Toutefois, la question intéressante pour moi, c'est pourquoi est-ce que la quasi-totalité de mes collègues n'ont pas été capables de voir ce que moi j'ai vu tout de suite. Enfin, moi et bien d'autres, bien sûr. Tu as mentionné un certain nombre. On était nombreux à avoir vu juste, mais infiniment moins que ceux qui ont vu totalement à l'envers du bon sens, et y compris des collègues avec qui j'avais travaillé, que je savais être compétents techniquement, et puis qui étaient aussi assez solides au niveau de l'éthique, y compris au Québec. J'ai beaucoup travaillé l'éthique de la santé publique. Il y avait un centre de production important à l'Université Laval de Québec, et un des papes de l'éthique en santé publique a été jusqu'à proférer des monstruosités sur le danger des antivax, sur l'importance de la soumission. Donc ce type qui avait vraiment été brillantissime dans sa capacité à réfléchir les enjeux éthiques en santé publique, tout d'un coup devenait un petit capot de plus de choses qui étaient indéfendables à la fois sur le plan sanitaire mais aussi sur le plan des valeurs.
Et donc, voilà, si tu veux, ça m'a conduit à ne pas en rester au bilan. Donc, j'ai fait un bilan tout de suite, anatomie d'une crise sanitaire. J'ai fait un deuxième bilan 4 ans plus tard, autopsie d'un désastre, pour mettre en lumière. Et effectivement, parce que ce qui est fascinant comme motif, c'est que c'est pas seulement qu'on a commis quelques erreurs ou un nombre élevé d'erreurs, c'est qu'on a fait tout faux sur tout. Il n'y a pas une chose qui a été adoptée comme mesure par les autorités qui était conforme à ce qu'on savait être nécessaire pour bien gérer une épidémie. Et puis, il n'y a pas une chose problématique ou destructrice qui n'a pas été mise en œuvre. Et là, évidemment que l'anthropologue, tu vois, reprend aussi de la curiosité parce que, au fond, l'hypothèse de l'erreur ou de la bêtise, il faut bien sûr la prendre en considération, mais quand on se trompe de bonne foi, on ne se trompe pas systématiquement dans la même direction. Et quand c'est systématique, c'est bien qu'il y a autre chose. Et donc, après autopsie d'un désastre, je me suis dit, OK, ce désastre, il a été fabriqué de toutes pièces. Au fond, si on avait appliqué les 2 règles de base de gestion des épidémies, on laisse la société vivre le plus normalement possible et on soigne les malades. On laisse les médecins généralistes soigner les malades. On n'aurait même pas observé qu'il y avait une épidémie particulière. Même pas. Tellement c'était anodin en réalité. Donc, si on a fabriqué une telle cacade à échelle planétaire, c'est bien que ça a été construit. Alors, intentionnellement ou non intentionnellement, ça c'est une question subsidiaire, j'ai envie de dire. Mais le point de départ, c'était comment est-ce qu'on en est venu à fabriquer un désastre pareil. Puis là, c'est ça qui est passionnant, c'est quand tu commences une nouvelle fois à tirer les fils de la pelote, eh bien, tu vois arriver vraiment une sacrée pelote avec des fils de toutes les couleurs. Et donc, j'ai envisagé les 3 hypothèses qui me semblaient faire sens. Première, c'est juste le fruit de la bêtise. Pourquoi pas? La bêtise est très répandue aujourd'hui, y compris parmi les gens qui se croient très intelligents. Donc, ça fait de toute manière partie de l'histoire. Deuxième hypothèse, il y avait énormément de blé à faire pour les pharma. Ils savent comment exploiter des crises ou en créer sans aucun égard pour les conséquences dans la population, donc hypothèse très raisonnable, mais peut-être que ça n'est pas suffisant pour expliciter le côté systématique de la fabrication du désastre, et donc il m'a fallu prendre en considération une 3e hypothèse qui est, ça a été prévu, ça a été planifié, ça a été mis en œuvre pour une fin, une finalité qui évidemment n'a rien à voir avec ce qui nous a été dit. Et là, j'ai retrouvé une nouvelle fois ce thème qui est tellement passionnant à observer, qui est que tout est dit. Donc, ils ne s'en cachent même pas. Ceux qui ont organisé tout ça ne s'en cachent même pas. Ils ont dit ouvertement tout ce à quoi ils voulaient arriver et comment et pourquoi cette crise a été une opportunité exceptionnelle d'aller dans cette direction. Mais après, dans une configuration sociétale où il est interdit de remarquer ce qui a été dit et de dire mais vous avez bien entendu ce qu'ils ont dit parce que on se fait traiter de complotistes, d'extrémistes de droite ou désormais d'antisémites. Ouais. Est-ce que tu peux donner un exemple justement sur ce qui s'est dit et par qui? Alors si tu veux, il y a en fait, moi la question fondamentale qui m'a hanté, c'est pourquoi tous les plans pandémie qui ont été façonnés par des décennies de recherche et scientifiques autour de comment est-ce qu'on gère une épidémie, ont été totalement mis de côté, alors que l'inverse de ce qu'on savait devoir faire, et dont on savait que ça aurait des conséquences dramatiques sur la population, a été présenté comme étant nécessaire, logique et scientifique, alors que ça l'était pas du tout. Et là, quand je suis entré un peu dans l'historique, c'est presque un travail d'historien de l'époque contemporaine, je me suis aperçu que c'est un renversement qui s'est produit au cours de 20 ans, et au fond, on a substitué à cette réponse aux épidémies un modèle qui n'a rien à voir, qui est le modèle de réponse au bioterrorisme. C'est-à-dire que si des terroristes demain relâchaient un virus dramatiquement dangereux au Québec, pour lequel personne n'a d'immunité, il faudrait se terrer chez soi en attendant un antidote. Mais pas avec une épidémie respiratoire normale. Et donc, il y a eu cette substitution orchestrée par tous les grands acteurs du désastre, c'est-à-dire Bill Gates, qui en réalité a été celui qui a décidé la politique sanitaire mondiale. Ça, je rappelle que des grands médias mainstream
allemands et américains, Politico et Die Welt, se sont posé la question, mais au fond, qui a géré la réponse sanitaire? Et leur conclusion, c'est M. Gates, qui n'est pas médecin, qui n'est pas gouvernant, qui n'a aucune qualification, qui est un obsessionnel du bug et de la pandémie, et puis avec toutes les crapules de service, Anthony Fauci aux États-Unis, le directeur de l'OMS à Genève, les centres universitaires, les médias, les GAFAM, et tout ce beau monde, depuis 20 ans, répète une crise mondiale où il s'agirait de confiner la population à demeure, de faire croire qu'aucun remède n'est efficace, et puis en convainquant la population d'adhérer à ces mesures, ce qui passe bien sûr par le fait de disqualifier toutes les voix discordantes. Et donc voilà, tout ça peut être vraiment, et c'est ce travail que j'ai fait dans ce livre, retracé étape par étape, mais c'est ça au fond qui compte. Quelle en est la finalité? Eh bien, c'est d'arriver à un système de gouvernance mondiale avec toutes les possibilités offertes par le numérique d'hyper-contrôle des populations. Et ça, ça fait déjà aussi au moins 20 ans, 25 ans que les élites mondialisées, donc Klaus Schwab au Forum économique mondial de Davos, David Rockefeller avec le groupe de Bilderberg et la trilatérale, disent en substance la démocratie, ouais, mais finalement le peuple est assez stupide. Alors que nous, les élites qui avons réussi à accumuler des centaines de milliards de dollars, sommes brillantissimes, et le fait qu'on ait accumulé autant d'argent le prouve. Donc, plutôt que de laisser les gens décider ce qu'ils sont incapables de faire, il faut réserver les grands choix et les grandes orientations politiques à un petit groupe de gens qui vont prendre des décisions à la place du peuple. Et tu te souviens comment Klaus Schwab s'était vanté d'avoir infiltré les gouvernements occidentaux, y compris le cabinet de Justin Trudeau. Ouais, surtout le cabinet Trudeau. Surtout le cabinet. Mais ce que tu dis, c'est les gens qui vont dire, ben ouais, voyons donc, c'est des théories du complot. Dans le livre de Propaganda d'Edward Bernays, je veux dire, le premier chapitre, c'est, attends un petit peu, là, je vais le trouver, Organiser le chaos. Il dit clairement, la manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Mais voilà. Oui. Alors, ce constat, il est très aisé à poser, et j'ai envie de dire, il est indiscutable, parce que dès lors que les personnes qui sont en charge de cette dérive disent très ouvertement « oui, c'est exactement notre intention, c'est ça qu'on est en train de faire. D'ailleurs, regardez, on a complètement colonisé le gouvernement canadien, donc c'est bien qu'on a… » tu vois, c'est juste tellement manifeste et incontestable, mais après, avec tout ce contre-feu de faire passer cela pour des théories complotistes, mais tu connais l'histoire. L'étiquette de théoricien du complot, ça a été façonné par les agences de renseignement américaines pour empêcher que des vérités relatives à des crimes d'État contre les populations soient identifiées et suscitent une réaction. Donc, on a vraiment un cas d'école où tous les leviers ont été utilisés. Et donc, dans ce livre, je parcours tout cela, c'est-à-dire comment est-ce que tout ce système parallèle de gouvernance mondiale s'est progressivement mis en œuvre, comment est-ce qu'il s'est activé au moment de la pseudo-pandémie pour intervenir et prendre en otage en réalité nos différents pays, comment la presse a été totalement aux ordres. J'ai lu un peu la presse québécoise, c'était pas mieux qu'en Suisse, en Belgique ou en France. Ah, c'était sûrement pire. Comment il y a eu un complexe industriel de la censure et de la propagande, parce que nous sommes dans une guerre de 5e génération, c'est-à-dire où c'est l'esprit des personnes et des sociétés, l'opinion publique, la mentalité collective, l'inconscient collectif qui sont la cible. C'est une guerre cognitive. Voilà, exactement, une guerre cognitive. Et puis après, en analysant quel était ce coup d'État planétaire dont aujourd'hui, franchement, il faut vraiment faire de la gymnastique et des contorsions au niveau des hypothèses pour se dire que c'est pas la plus convaincante, parce que on voit au contraire que tout va dans cette direction. Et puis, je me permets encore de mentionner, à la faveur d'une lecture anthropologique du changement d'époque dans lequel nous sommes. Ça, c'est une autre grande compréhension éclairante qu'il est important d'avoir à l'esprit.
Je me permets de la résumer en quelques minutes, mais l'idée, c'est qu'il y a dans le devenir de toute civilisation une succession d'époques, qui sont des moments où, au fond, la vision du monde se configure d'une manière particulière, qui tranche avec celle qui existait précédemment, et qui, à un moment donné, prend fin. Donc, par exemple, la modernité qui est arrivée avec Descartes, le siècle des Lumières, la Révolution française, la Révolution industrielle, a complètement balayé l'ancien régime tel qu'il existait auparavant, et tous les systèmes sociaux, mais aussi cette vision du monde très organique de l'ancien régime ont disparu, et c'est normal, c'est ça une époque. L'ancien disparaît, quelque chose de nouveau apparaît, et en fait, ce qu'ont montré les anthropologues de l'imaginaire, c'est qu'à la fin d'une époque, qui dure 3 ou 4 siècles, les valeurs qui ont eu cours pendant les siècles précédents s'emballent, deviennent folles, il y a des espèces de bouffées délirantes, et notamment ceux qui ont le pouvoir et qui sentent que le nouveau monde à naître est en train de les déposséder du pouvoir et du contrôle sur la société, entrent dans des stratégies de la peur pour garder le contrôle et le pouvoir à tout prix. Et ça, c'est tellement un cas d'école, ce que nous sommes en train de vivre, de cette réalité qui tient simplement à la dynamique des sociétés, à vrai dire, que je trouvais important d'apporter aussi cet élément pour resituer les quelques années que nous vivons dans ce point de bascule entre les siècles écoulés et un nouveau monde à naître. Et cette gestation est en cours. Donc, de toute manière, le nouveau monde va naître. Et dans mon espérance, il sera aux antipodes de cette société dystopique et totalitaire qu'on essaye de nous imposer. Ben justement, j'allais te poser la question, est-ce que c'est... Parce que moi, je parle de régime totalitaire depuis le début de cette folie-là, en 2020. Et puis, je me faisais dire, ben voyons donc, t'exagères, ou peut-être qu'on s'en va dans un régime totalitaire, mais on n'est pas dedans. Or, pour moi, tous les critères d'un régime totalitaire sont remplis, à commencer par le premier, le plus important, qui est le contrôle des communications. Oui. Oui. Et tu vois, Michel Maffezoli, qui est un de mes grands maîtres à penser, avait parlé dès la fin des années 70 de totalitarisme doux. Ouais. Par opposition au totalitarisme stalinien, hitlérien, où il y a les militaires ou les SS qui patrouillent dans la rue, et il disait, mais notre société moderne est en train de dériver vers une telle... et en fait, la pensée moderne a comme caractéristique de chercher à tout quantifier et de ne pas vouloir tenir compte de ce qui n'est pas quantifiable. Et quand on réduit les êtres humains ou les groupes humains à des statistiques, à des coûts, à des paramètres, on perd toute l'épaisseur des valeurs humaines et de l'existence humaine. Et donc, lui avait déjà identifié qu'on était en train d'entrer dans un totalitarisme de cette nature, mais qui était doux parce qu'il ne prenait pas les oripeaux de ce qu'on identifie couramment comme totalitarisme. Maintenant, il faut aussi remarquer que ceux qui sont conformistes et qui se tiennent au cœur du troupeau ont jamais l'impression de vivre une époque totalitaire. Ben non. Les Allemands sous Hitler se disaient pas on est dans une dictature totalitaire épouvantable. Ils se disaient mais chic, ils redonnent courage et espérance à l'Allemagne, ça va beaucoup mieux qu'avant, chic, allons-y. Ils se disent pas on est en train de participer à quelque chose d'abominable. Mais l'autre réflexion que je me fais, c'est qu'au fond, cela montre aussi à quel point la réalité du totalitarisme n'était pas comprise. Parce qu'au fond, au sortir de chaque bouffée délirante totalitaire, on dit plus jamais ça. Et là, on se dit, mais comment ça a été possible ? La banalité du mal, le conformisme, l'expérience de Milgram. Mais si ça reste en surface de l'intellect, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'enracinement de la compréhension, et donc les gens sont vulnérables à la prochaine. J'ai souvent cité cette anecdote qui, pour moi, était quand même assez choquante. J'ai participé à un raout de l'université à Genève en 2018. Toutes les autorités qui s'autocontractulent et voilà, s'auto-célèbrent avec beaucoup d'autosatisfaction. Et la ministre locale de l'Éducation a parlé de l'expérience de Milgram en disant « Mais Dieu merci qu'il y a les universités, il faut de la pensée critique et de la liberté de penser, y compris au risque de déranger les autorités, parce que c'est comme ça qu'on évite l'écueil de la soumission et du conformisme. » Et la même personne qui a fait un discours que je crois de bonne foi, parce que c'est pas une cinglée ou une perverse,
mais 2 ans après imposait le port du masque aux enfants dans les écoles, hein, et traitait de complotistes tous ceux qui osaient ne pas être d'accord avec une doxa complètement délirante. Ben, j'allais te poser la question justement tout à l'heure parce que tu te posais la question, comment se fait-il que d'autres scientifiques, des anciens collègues ont embarqué dans cette folie-là et n'ont pas vu ce qui se passait en réalité? Ben, comment on explique ça justement? Alors, il y a plusieurs strates d'explication, comme pour tous les phénomènes complexes. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'au fond, l'immunité face au fait d'être pris dans l'hypnose collective et la dérive tenait à quelques paramètres, dont la liberté de penser, mais vraiment. Parce que beaucoup de gens croient avoir la liberté de penser, mais au fond, sont dans une forme de psittacisme, c'est-à-dire que ce sont des perroquets de ce qu'ils entendent et qui répètent. Ils lisent quelque chose dans le journal, puis « Ah, mais tu sais », et puis ils énoncent ce qu'ils ont lu comme si c'était une vérité. Et c'est comme si c'était eux qui avaient pensé ça, là. Oui. Et tu sais, c'est très intéressant, on appelle ça l'évidentialité. C'est un de ces mots un peu vilains et jargonnants, mais c'est-à-dire, au fond, quand on sait quelque chose ou qu'on croit savoir quelque chose, d'où est-ce que ça vient? Et dans une tribu amérindienne de la côte Pacifique, il y a des suffixes, donc des petites syllabes qu'on ajoute aux mots ou aux phrases pour dire comment on le sait. Est-ce que je l'ai rêvé? C'est les esprits qui me l'ont dit? Est-ce que c'est quelqu'un que je connais qui me l'a dit parce qu'il l'a vu? Est-ce que je sais que c'est vrai parce que tout le monde sait ça? Tu vois, donc on précise d'où ça vient. Wow. Et là, au fond, ce qu'on a vu, c'est que l'immense majorité des gens sont dans des postures très infantiles, où ils partent du principe que ce que dit le gouvernement est vrai, ce que disent les médias est vrai, mais y compris dans des sphères très éduquées de la société. Ça, c'est un autre thème, tu sais, qui m'a régalé. C'est qu'au fond, les gens les plus diplômés, les plus experts, les plus bardés de connaissances ont été les plus stupides et les plus incapables de voir des choses que des gens beaucoup moins qualifiés ont tout de suite repérées comme étant non, là, on va pas me demander de croire une chose pareille. Mais est-ce que c'est pas justement parce que plus on est scolarisé, plus, j'allais dire éduqué, mais je préfère dire scolarisé, plus on est scolarisé, plus on est endoctriné. Oui. Noam Chomsky, justement, parlait du fait que les gens qui sont le plus susceptibles de lire, d'entrer en contact avec de la propagande sont justement les gens qui sont éduqués. Et je veux dire, la propagande, elle est faite en grande partie pour ces gens-là. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de démarche de connaissance authentique. Tu vois, ça je l'ai beaucoup vu. Dans l'analyse de la corruption systémique dans le domaine de la santé, on sait depuis 25 ans que l'essentiel de ce qui est publié dans des revues médicales est faux. Il y a des études publiées dans les plus grandes revues scientifiques, avec les plus grands centres universitaires, qui arrivent à des résultats. On a démontré que les statines aident contre le cholestérol. Et dans l'immense majorité des cas, les conclusions de ces articles sont fausses. Déjà, parce que c'est très difficile de faire de la vraie science dans le domaine médical, parce que le corps humain et la santé ne sont pas des sciences exactes. Donc, quand tu essayes de modéliser avec quelques variables, c'est déjà très casse-gueule sur le plan méthodologique. Mais de surcroît, il y a toute la corruption qui sévit. C'est-à-dire que quand il y a des intérêts économiques qui financent à coût de millions et de millions des recherches pour obtenir un certain résultat, bah, les chercheurs tendent à obtenir ces résultats. Et la plupart des gens, y compris des scientifiques et des experts, ignorent cette réalité que je te nomme, mais qui de nouveau est tellement documentée, je l'ai beaucoup fait dans mes livres, j'ai consacré des chapitres entiers à ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vois apparaître une publication qui arrive à une certaine conclusion, soit tu as la compétence et le temps et l'engagement d'aller plonger dans l'étude pour voir si elle tient la route. Et puis, c'est quand même compliqué. Moi, je me considère être un bon lecteur des publications scientifiques, mais la plupart du temps, je comprends à peu près 80% de ce qui est écrit. Il faut vraiment que ça soit dans mes domaines de spécialité pour que ça approche de 100%. Mais si tu n'as pas déjà cette conscience que peut-être il faut vérifier ce qui est dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, simplement, tu tiens pour acquis le fait que puisque c'est des scientifiques compétents dans des centres prestigieux qui mènent des études à large échelle, a priori, le résultat est juste.
Tu vois, c'est le même biais que de croire que le gouvernement ou les médias te disent une vérité. Donc en fait, tu as plein de gens qui sont effectivement bardés de diplômes et convaincus d'être très intelligents, qui en fait sont dans une ignorance crasse parce qu'ils n'ont pas les moyens, la compétence ou l'engagement d'aller vérifier par eux-mêmes ce qu'il en est, ou même de se renseigner sur l'intégrité de la production scientifique. Et donc, ça veut dire que l'immense majorité des gens qui se présentent comme sachants, au fond, savent très peu. Mais ça, merci de rappeler cette différence entre l'éducation et la connaissance. C'est un des grands plis et un des grands biais du monde universitaire. C'est là où, même si j'ai pas mal de diplômes, contrairement à ce qu'on dit, j'ai jamais été très heureux dans les universités, parce que tu es face à des profs qui disent « Oui, un tel, commentant les recherches de bidule qui rebondissaient sur Mashtruc, trouve que… » Et puis, c'est un espèce de monde d'idées en carton-pâte, mais qui souvent n'ont que peu prise avec le réel, alors que le propre de la démarche de connaissance, c'est d'être en interaction avec le réel tel qu'il existe, pas tel qu'on le mentalise ou qu'on l'intellectualise. Et voilà, pour moi, c'est un peu ça ce qui est impliqué, c'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent débiter beaucoup de discours sur toutes sortes de choses, mais au fond, qui ne matchent pas une expérience personnelle ou collective, ni même une capacité d'être en contact avec la réalité et d'observer attentivement ce qui s'y déroule. Ça, Didier Raoult l'a beaucoup dit, hein, toutes ces modélisations, ces études randomisées en double aveugle. Non, mais la médecine, c'est étudier, observer. Qu'est-ce qui se passe? Ce malade, si je lui donne un médicament, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça se diffuse dans une population? Quand est-ce que ça croît? Quand est-ce que ça baisse? Et ces gens sont aujourd'hui tellement, au fond, virtualisés dans des pseudo-connaissances que ça n'a, au fond, plus rien à voir avec une connaissance réelle. Ouais. En terminant sur ce sujet de COVID-là, parce que je veux qu'on regarde ton site web, les formations que tu donnes et tes autres livres aussi que tu as écrits. Comment est-ce que tu entrevois l'avenir? Est-ce qu'on se dirige, parce que là, tu parlais de bouffées délirantes, tout ça. Moi, je me dis, après 5 ans, les grands médias, il n'y a absolument rien qui change. On est toujours dans le déni, dans les attaques personnelles. Aux États-Unis, oui, je pense qu'il y a quand même une certaine avancée là, avec Kennedy, quoique, bon, il y a des gens qui le critiquent, là, avec raison aussi parfois. Mais moi, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Donc, les gens qui disent, ah oui, c'est un agent de Big Pharma, je m'excuse, mais s'il y a quelqu'un qui a vraiment détruit toute la science, soi-disant science pharmaceutique, c'est bien Robert F. Kennedy Jr. Mais au Canada, si on regarde au Canada avec notre nouveau premier ministre, ça s'en va pas vraiment dans la bonne direction. Je sais pas. En Europe, est-ce que tu as de l'espoir finalement pour un monde meilleur? Mais j'imagine que oui, parce que c'est comme dans ta nature d'être optimiste. Mais bon. Oui, pas vraiment. Tu sais, moi, je reprends à mon compte une expression de mon ami et compère Philippe Bobola, qui est physicien, biologiste, anthropologue, et qui dit « je suis possibiliste ». C'est-à-dire qu'au fond, être optimiste ou pessimiste, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas très utile. Parce que si tu es optimiste, tu dis, ah, les choses vont forcément aller mieux, ben, c'est pas dit. Si tu es pessimiste, puis que de toute manière, ça ira de pire en pire, c'est pas dit. Donc, pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de voir quels sont les possibles et comment chercher à les nourrir. Cela dit, je me permets quand même de te confier le fond de mon âme, qui est que, alors, comment dire, je crois qu'il y a une espérance tenant au fait que nous sommes dans la fin d'un monde et que, à mon avis, ce monde ne pourra pas se maintenir à long terme. À court terme, je ne sais pas, parce que les manettes du pouvoir sont tellement monopolisées par des gens qui sont totalement indignes de confiance et dont les intentions sont tous vertueuses, que je pense qu'on va encore traverser des moments extrêmement difficiles. Et que, quelque part, la situation en Israël, je suis désolé de faire du coq à l'âne, mais assez emblématique. C'est-à-dire que la petite clique suprémaciste au pouvoir en Israël, et Netanyahou à sa tête, ne peut pas ne pas être dans une fuite en avant, parce que si ça s'arrête, il dégage. Et même Netanyahou, il est condamné.
Donc, lui, il va être prêt à précipiter Israël même dans l'autodestruction parce qu'il ne peut pas changer de trajectoire. Et je vois que nos élites actuellement sont dans cette logique. Là où je regagne de l'espérance, c'est que je pense que c'est comme la chute de l'Empire romain, ou on pourrait dire le déclin de l'Empire américain pour faire un petit clin d'œil au Québec. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la décadence d'une société est telle que c'est irrattrapable. Et actuellement, on voit tous ces systèmes sociaux qui s'effondrent. L'éducation s'effondre, la justice s'effondre, la gouvernance politique s'effondre, la médecine s'effondre. Les médias. Les médias s'effondrent. Et de mon point de vue, c'est pas rattrapable. Donc, ceux qui sont en charge dans ces univers se montrent incapables de comprendre ce à quoi ils ont participé. C'est assez logique pour un ensemble de raisons. Et pour moi, le changement ne viendra pas d'eux, ni même de ma génération. Pour moi, le changement, il adviendra naturellement avec la génération qui est en train d'arriver dans la vie active. Et contrairement à beaucoup de gens, peut-être parce que je suis resté assez ado intérieurement, mais j'ai beaucoup de sympathie et beaucoup de confiance dans cette génération. Je trouve qu'elle est extraordinairement aware, qu'elle est très en contact avec son intériorité, qu'elle est capable de parler d'elle-même, de ses émotions, de ses aspirations, de ses désirs, et qu'au fond, je vois une construction intérieure qu'il n'y a jamais eu dans les générations précédentes. Alors, ils sont soumis à plein de manipulations dans la société de consommation, de numérique, il y a beaucoup de pièges et d'écueils auxquels ils font face, mais je pense qu'elle est extrêmement prometteuse et qu'il y a un moment donné où ils vont juste dire « end of the game ». Vous êtes bien gentils, mais vous avez tout foiré, vous avez tout merdé, vous êtes arrivé à construire une société dans laquelle on n'a même plus envie de vivre tellement elle est mauvaise, tellement elle est toxique. Donc, vous êtes bien gentil, mais vous dégagez. Et maintenant, on va essayer de créer quelque chose qui aura plus d'allure. Et de ce point de vue-là, je suis assez férocement convaincu que ce monde en gestation est en train de naître. Mais évidemment que l'espèce humaine, qui est une espèce de work in progress, a aussi un pouvoir de destruction et d'autodestruction assez élevé. Donc, il est aussi possible que tout ça se finisse dans des manipulations génétiques, des nouveaux gains de fonction qui tuent la moitié des gens, qu'un holocauste nucléaire tue l'autre moitié. Maintenant, j'ai des convictions spirituelles qui me font sérieusement envisager que la vie ne se limite pas à la dimension matérielle. Donc, même dans ce scénario catastrophe, je suis pas plus inquiet que ça. On se retrouvera tous au bar du paradis et on refera le game dans l'après-coup. Donc voilà, si tu veux, ça, c'est ma propre sécurité intérieure. C'est que je crois qu'il faut qu'on fasse. Mais je suis contente que tu parles de spiritualité parce que c'est exactement là que je m'en allais. Je me disais, tu as un parcours quand même assez atypique, hein, de scientifique et avec un côté spirituel. Je veux montrer aux gens justement ton site web. J'invite vraiment les gens à aller visiter ton site web, Jean-Dominique Michel. En fait, c'est jdmichel.com. Oui. Et là, ici, j'ai en fait, voilà, la passion d'évoluer. Donc, tu as toutes sortes de formations de neurosciences, comme par exemple Neurogenesis. Il y a une mini-formation gratuite à laquelle je vais m'inscrire après cette entrevue. Et puis, c'est ça, toutes sortes de formations ici, une masterclass avec Philippe Bobola, manipulation et perversité, neurocommunication. Il y a une formation aussi avec Marie-Estelle Dupont, neurosciences et spiritualité, neuro-wisdom. Donc, toutes sortes de belles formations comme ça que j'invite les gens à aller voir. Tu parles beaucoup de salutogénèse et il y a des formations aussi. Attends, j'avais passé à travers toutes les formations. En tout cas, c'est vraiment hyper intéressant. Et je ne sais pas si on va voir à l'écran si je change de. Non, c'est ça. Il faut que j'arrête de partager. Tu as écrit des livres aussi sur le chamanisme. Oui. Et la spiritualité. Je veux juste montrer aux gens rapidement. Donc, on a ici, c'est ça, chaman, guérisseur, médium. Donc, j'aimerais que tu nous parles de cet aspect-là, l'aspect spirituel. Oui, volontiers. Si tu veux, déjà le chamanisme, la rencontre avec le chamanisme, c'est
incontournable en anthropologie. Alors, il y a des zététiciens qui me l'ont reproché en disant « Regardez, ce monsieur n'est pas sérieux, il s'est intéressé au chamanisme », mais tous les anthropologues au monde se sont intéressés au chamanisme, parce que le chamanisme, au fond, c'est une vision du monde primordiale. Si on recule à travers l'espace et le temps, c'est comme ça que nos ancêtres, il y a des dizaines de milliers d'années, voyaient tous le monde. C'est-à-dire un dialogue entre nous, la nature, et ce qui a favorisé la création. Donc c'est tout à fait orthodoxe en anthropologie, et puis avec toutes les pratiques de santé qui en découlent. Parce qu'évidemment que la biomédecine, comme on l'appelle, est une émanation de la modernité avec une part de démarche scientifique, même si la médecine n'est pas une science, ce que beaucoup de gens ignorent, elle ne peut pas être une science, c'est une pratique. Comme vous voyez, l'ingénierie n'est pas de la science, c'est de l'application de la science. Mais la biomédecine, évidemment, a conquis des pouvoirs d'agir extraordinaires. Les opérations, les antibiotiques, enfin toutes sortes de choses, la gestion de la douleur. Mais il y a eu beaucoup d'autres pratiques de soins à travers les siècles et dont beaucoup ont démontré une indiscutable efficacité. Alors pas tout le temps surtout, la médecine non plus d'ailleurs. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'était au fond proposer un regard scientifique sur des pratiques qui ne sont pas scientifiques. C'est vrai que le paradigme sur lequel repose l'homéopathie, l'acupuncture, la médecine ayurvédique, le magnétisme, la médiumnité n'est pas un paradigme scientifique. Attends, il faut quand même rappeler que la science n'est pas la seule manière de connaître le réel. Il y en a d'autres. Ce qui est important, c'est de savoir quelle méthodologie utiliser par rapport à quel objet de recherche et quel type de questionnement. Et donc, j'ai écrit ce livre pour montrer au fond comment est-ce qu'on pouvait objectiver l'efficacité relative mais indiscutable de ces pratiques et d'une manière qui après, au fond, met au pied du mur de la vraie question. C'est est-ce qu'on s'oppose à ces pratiques parce qu'elles ne sont pas scientifiques, même si elles aident les gens à aller mieux? Ou est-ce qu'on se dit, même si on ne sait pas comment ça marche, dès lors que ça aide les gens à aller mieux, ça serait absurde de leur dire qu'il ne faut surtout pas s'adresser à elles. Et dans la réalité, les médecins qui ne sont pas trop formatés par le scientisme et l'ignorance savante, ma foi, ils ont beaucoup de patients pour lesquels ils ne savent pas très bien quoi faire. Et s'ils connaissent un bon acupuncteur, un bon homéopathe ou un bon chaman, souvent vont lui dire, écoutez, je suis désolé, mais la médecine telle que je la pratique est limitée. Par contre, peut-être vous pourriez essayer ça. Et là, je vais te poser une question qui n'a aucun rapport. Est-ce que tu entends les tondeuses à l'extérieur? Non. OK, parfait. Parce que ça tombe autour de chez toi. Oui, il y a comme 2-3 personnes qui sont mises à tondre la pelouse où il y a une personne qui a une grosse tondeuse. Je me disais, j'espère que ça rentre pas dans mon micro. Non, okay, ton micro marche bien, il est bien. C'est parfait. Ben, écoute, je trouve ça intéressant parce que, en fait, tu combines aussi dans tes formations, il y a l'aspect spiritualité et l'aspect neurosciences. Et pour des gens qui sont très cartésiens, ils vont dire, ben voyons donc, la neuroscience et la spiritualité, aucun rapport. La spiritualité, je veux dire, c'est des inventions, ça n'existe pas. C'est de la pseudo-science, hein? Et oui, merci de le dire, parce que ça nous remet une fois de plus dans ce poison qu'est la fausse certitude sachante. Parce que, alors, pour répondre aussi pleinement à ta question, moi, je me suis intéressé à la spiritualité parce qu'on observe que dans les trajectoires de rétablissement en santé mentale, ce qui était mon cœur de métier, le fait d'avoir une vie spirituelle est très aidant pour les personnes dans leur quête d'une possibilité d'aller mieux. Et donc, les objections que diraient de telles personnes sont totalement irrecevables, parce que le réel, c'est qu'à l'inverse, la spiritualité fait l'objet dans le domaine de la santé d'un intérêt majeur depuis plus de 20 ans. Si tu es croyante, Julie, à n'importe quoi, que tu vas à l'église, tu vas à la mosquée, tu vas à la synagogue, tu vas au cercle de tambour chamanique, tu vas dans un cercle médiumnique, peu importe la croyance, tu gagnes de 3 à 7 ans d'espérance de vie en bonne santé. C'est phénoménal. C'est un des déterminants de la santé les plus importants. Pourtant,
ce qu'on trouve à la synagogue, à l'église, au cercle de tambour chamanique n'est pas toujours génial. Mais ça a systématiquement un impact favorisant. Donc en fait, je le dis, souvent, il y a eu plus de 20 000 articles publiés au cours des 20 années écoulées sur le thème science, santé et spiritualité dans la littérature médicale. Donc ceux qui viennent nous dire c'est pas sérieux, c'est pas cartésien, c'est pas rationnel, sont juste totalement dans l'ignorance. Alors, c'est leur droit, mais après, c'est aussi notre droit de ne pas écouter des sorties aussi ineptes. Et une fois que c'est devenu l'intérêt de la recherche, ça a ouvert sur un terrain absolument passionnant. C'est quoi ces points d'appui qu'offre la spiritualité qui sont si aidants pour les personnes par rapport à leurs besoins de santé? Et là, j'ai eu la chance de rencontrer, il y a une dizaine d'années, une des 2 équipes de recherche aux États-Unis qui a le plus travaillé sur ces questions. Il y en a une dans l'université du Wisconsin que la plupart des gens connaissent parce qu'on a vu des moines tibétains et Mathieu Ricard avec plein de ventouses et d'électrodes sur la tête pendant qu'on essayait d'étudier ce qui se passe dans leur cerveau quand ils sont en méditation. Et puis l'autre équipe, qui est celle du professeur Newberg à Philadelphie, a beaucoup aussi travaillé sur l'impact des pratiques psychospirituelles, donc prière, méditation, contemplation, pratique de bienveillance et de pleine conscience sur le cerveau. Et notamment, Newberg est un des pionniers de ce qu'il a appelé la neurothéologie, c'est-à-dire l'étude scientifique de tout ce qui touche à la religion et à la spiritualité. Et il faut préciser que Newberg et Waldman, qui est celui avec qui j'ai plus travaillé, l'un est agnostique et l'autre athée. Tu vois, donc ça n'implique pas du tout de croyance personnelle. C'est pas des chrétiens fanatiques qui se sont dit on va instrumentaliser les neurosciences pour montrer que Dieu existe dans l'univers. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parti du constat phénoménologique que la spiritualité offre un ensemble d'avantages, notamment pour la santé, et donc il est légitime, bien sûr, de s'y intéresser, notamment avec les nouvelles techniques d'imagerie cérébrale offertes par les neurosciences, pour vraiment bien observer où est-ce que ça se passe et ça se joue d'une manière qu'on puisse objectiver. Est-ce qu'on connaît bien le cerveau? Jusqu'à quel point je dis le cerveau, en fait, l'être humain, parce que j'ai l'impression, surtout dans les dernières années, avec ce qui s'est produit, que tout ce qu'on nous dit savoir sur, justement, le corps humain, le cerveau, la conscience, c'est plus ou moins vrai. Oui, bien sûr. Et il convient d'avoir toujours un recul critique, notamment par rapport à l'imagerie cérébrale. C'est pas parce qu'il y a une zone qui tout d'un coup est dans une couleur différente que ça explique l'entier de l'affaire. Et puis, la vraie question de base, mais qui n'est pas tranchée à l'heure actuelle, c'est est-ce que la pensée et la conscience sont un produit du cerveau et de l'activité neuronale, ou est-ce que ça existe de manière extra-neuronale et que le cerveau, au fond, n'est qu'un espèce de transistor qui capte quelque chose et est capable de le retraduire sous forme d'action, de son, de gestes, de paroles, mais avec une non-localité de la conscience. Et de ce point de vue-là, je trouve qu'il faut rester aussi ouvert que possible avant d'avoir des réponses convaincantes. Et on les a pas à l'heure actuelle. Ouais. Toutefois, il est vrai que avec les moyens technologiques contemporains, la profondeur d'analyse qu'on est capable de générer est absolument géniale. Et ça n'explicite pas le pourquoi, mais de plus en plus le comment. Et puis aussi en permettant de réviser des idées fausses qu'on a eues. Par exemple, je crois qu'on a tous intégré le fait qu'on a 2 hémisphères cérébraux, l'un est créatif, l'autre est rationnel, hémisphère droit, hémisphère gauche. C'est totalement faux. On y a tous cru parce que ça faisait sens. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un circuit rationnel, il y a un circuit de créativité, ils s'activent tendanciellement de manière alternative, mais ils ne sont pas du tout corrélés à l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche. Par contre, il est vrai qu'on a de la rationalité et de la créativité et que chacun de ces registres, au fond, permet de générer différents types de compréhension et d'expérience et donc d'ouvrir sur des possibles selon qu'ils sont activés, stimulés, compétents ou qui restent plutôt atrophiés. J'avais une question. Quand j'ai lu sur ton site, là, quand on va dans l'onglet « À mon sujet »,
Tu dis, fasciné par les processus d'évolution de guérison, j'ai passé ma vie à étudier ce qui permet aux personnes et aux groupes humains de faire preuve de résilience face à l'adversité, de se remettre en cas de coup dur et d'entretenir leur santé. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus résiliente qu'une autre? À part, on parlait de la foi, là, d'avoir une foi en quelque chose, ça va aider. J'imagine, tu disais ça aide à la guérison, mais j'imagine que ça aide à la résilience également. Oui, alors c'est des bouquets, évidemment, mais il y a malgré tout quelques grands points d'appui ou piliers de la solitogenèse ou de la résilience. Et puis, si tu veux, moi, je suis parti dans mon expérience d'anthropologue de terrain, parce que c'est toujours le terrain qui m'a intéressé beaucoup plus que le savoir académique, du fait que, déjà, contrairement à des idées reçues, il y a beaucoup de pathologies, notamment psychiatriques, dont on pensait qu'il était impossible de se guérir ou de se remettre. Alors, par exemple, la schizophrénie, où on se disait quand une personne est schizophrène, sa vie est fichue, elle sera toujours schizophrène et tant pis. Si elle peut éviter de se suicider, c'est trop douloureux, tant mieux, mais on peut pas vraiment espérer mieux. Puis quand on regarde les études, qu'on a commencé à faire des études, tu vois l'importance de la phénoménologie, d'observer le réel, on voit qu'il y a un tiers des personnes qui ont eu des épisodes psychotiques graves qui n'en ont plus jamais, un tiers qui va avoir une alternance de moments de péjoration et d'amélioration, puis un tiers pour lesquels, malheureusement, ça va aller de pire en pire. Et il y a des stratégies d'accompagnement de ces personnes qui permettent de proposer des points d'appui dont, malgré tout, un grand nombre va pouvoir faire usage. Donc, si tu veux, c'était déjà ce questionnement, qu'est-ce qui fait que de deux personnes qui arrivent à peu près dans le même état, avec le même bagage, la même réalité, dans le même système de soins, l'un va réussir à se rétablir, ou on peut penser aux addictions, et l'autre pas. C'est quoi? Et puis, quand il y a un déclic qui fait qu'une personne qui a cherché à se rétablir pendant des années sans y arriver, tout d'un coup y parvient, c'est quoi qui a changé? Alors, je me permets de te raconter l'histoire parce qu'elle est amusante. J'ai proposé en 94, tu vois, j'ai perdu quelque plus mes cheveux en cours de route. Pour un imposteur qui a jamais rien fait, j'ai quand même fait pas mal de choses. Et j'ai proposé aux hôpitaux universitaires de Genève de faire une recherche dans la littérature sur c'est quoi ce déclic qui permet le rétablissement. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, c'était des gros compendiums de littérature. J'ai épluché des milliers de pages. Il n'y avait pas une ligne. Pas une ligne sur ce que je te dis. Il y avait des milliers et des milliers sur pourquoi on devient malade, sur comment il faut soigner les gens, mais quand je parlais avec les professionnels, ils me disaient « mais vous savez, il n'y en a aucun qui s'en sort. Les toxicomanes, c'est impossible de sortir de la toxicomanie. » Donc, ces gens publiaient des milliers de pages sur comment il faut soigner les toxicomanes, mais en disant « il n'y a rien qui marche ». C'est intéressant comme concept. Vraiment. Et puis ceux qui vraiment avaient franchi le pas d'aller mieux, ça intéressait personne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on trouve la même chose. J'ai plusieurs livres, tu sais, sur les guérisons, les rémissions radicales et inexpliquées. Oui. Hein? Tu connais ça? Rémission radicale, qui a écrit ça? C'est Cathy Turner. Oui, absolument. Turner, ouais. Et c'est marrant, c'est presque toujours des psychologues ou psychiatres qui se sont intéressés à ça. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes qui avaient un pronostic terminal, documenté par des dossiers médicaux, cancer phase 4 ou 5, 3 mois à vivre, 10 ans après, ils sont en pleine santé, il n'y a plus de cancer. Ça existe. Mais ce qui est intéressant, c'est que en réalité, ça a, surtout dans un premier temps, fâché les médecins et les scientifiques. Il devait mourir, il n'est pas mort. C'est une offense à la science. C'est une offense peut-être à leur ego, hein? Au lieu de se dire, mais bon sang, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passionnant. Et si cette personne a pu vivre ça, peut-être qu'on peut trouver des principes ou des processus qu'on peut après, par différents biais, chercher à proposer à d'autres. Donc, si tu veux, ça a été le point de départ de ma propre recherche. Et donc, c'est un domaine extraordinairement riche. Et puis, tu vois, la salutogenèse, c'est au fond le complément de la pathogenèse. Pathogenèse, c'est chercher à comprendre comment quelqu'un tombe malade. Et c'est important. Il peut y avoir des causalités génétiques, biographiques, psychosomatiques, environnementales. S'il y a du plomb dans les tuyaux qui apportent de l'eau, la population va être malade. Mais la salutogenèse, c'est qu'est-ce qui nous permet d'entretenir notre santé pour ne pas aborder la question de la santé uniquement sous le prisme maladie-problème. Mais au fond, comment est-ce qu'on fait pour rester en bonne santé et puis, y compris des gens qui auraient dû mourir,
ou qui ont été dans des circonstances tellement extrêmes qu'elles auraient dû être détruites et elles ne l'ont pas été. C'est quoi cette force de vie, tu vois, qu'elles ont su mobiliser pour triompher d'une destinée défavorable. Voilà, donc ça, c'est à cela que j'ai consacré ma vie. Et puis, qui peut le plus, peut le moins. Si quelqu'un peut se guérir d'un cancer incurable en mobilisant certaines forces de vie, ça veut dire que toi, moi et chaque personne qui nous regarde mobilise déjà des réalités de cette nature dans sa vie de tous les jours pour faire face aux difficultés de la vie au jour le jour. Et donc là, ça devient passionnant parce qu'on voit les ressources de cette force de vie en nous. Et voilà, donc c'est à ça effectivement que j'ai consacré toute ma vie et qu'aujourd'hui j'essaye de proposer sous la forme de programmes de formation. J'ai beaucoup fait de formation d'adultes dans ma vie. J'ai beaucoup consommé de formations d'adultes aussi, notamment celles qui sont en ligne aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une extraordinaire manière de faire circuler des compréhensions et des connaissances. Et puis pour aller au bout de la réponse, c'est aussi ce qui m'a permis de prendre ma totale autonomie. Moi, j'avais des postes au sein du système de santé qui me permettaient de gagner ma vie. Et quand je suis devenu un imposteur complotiste, bah, j'avais le choix entre fermer ma gueule et garder ces positions ou tout quitter pour préserver ma liberté d'expression. C'est ce que j'ai choisi. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui me permet de gagner honnêtement ma vie. Ouais. Mais là, j'ai l'impression que tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus résiliente qu'une autre? Mais vraiment, là, concrètement, peux-tu me donner un aspect? On parlait de la foi. C'est multifactoriel, mais si on revient vraiment à la salutogenèse, c'est le sentiment de cohérence. Ah. Et le sentiment de cohérence, et je crois qu'on peut... Alors, cohérence, c'est un mot que j'aime beaucoup, et on peut effectivement le mettre en contraste avec des moments où on est déchiré intérieurement. On est dans un conflit intérieur, le cœur et la raison tirent chacun dans son sens et on manque de cohérence. La cohérence, c'est quand tout ce qu'on est s'organise. Voilà, merci. Là, c'est les différents systèmes cérébraux et la cohérence, c'est ce qui apparaît quand la polyphonie de ces différents systèmes qui ont chacun sa logique s'établit et que ça fait quelque chose de mélodieux. Donc, quand tout ça est en harmonie, hein, la conscience de soi, les émotions, l'imagination, la cognition, tout ça. Oui. Et en l'occurrence, le sentiment de cohérence en salutogenèse a 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'intelligibilité. Plus on est capable de comprendre une situation de manière lucide et éclairée, mieux on est outillé pour y faire face, même si elle est terriblement difficile. Et ça a été un des grands enjeux de la crise. C'est pour ça aussi que j'ai produit un tel effort pour donner des informations éclairantes. Et je le mentionne souvent, donc je m'excuse si c'est une répétition, mais le plus beau compliment que je reçois depuis mars 2020, c'est les gens qui me disent « Mais merci, vous avez mis des mots sur ce que je savais être vrai, mais comme moi je n'ai pas les mots et les connaissances que vous avez, j'en venais presque à douter de moi-même et à me demander si j'étais pas fou dans l'erreur. Et quand j'ai entendu les mots que vous avez mis, je me suis dit non, je suis pas folle. J'avais vu juste. Tu vois, ça c'est l'intelligibilité. Donc c'est un effort parce que des fois on préférerait ne pas voir la réalité en face ou la distordre parce qu'elle est trop vilaine. Mais en même temps, il faut qu'on soit capable de la voir. Le deuxième pilier, c'est les valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales, c'est ce qui est essentiel dans la vie et c'est toujours immatériel. Tu vois, c'est là où vient la spiritualité. C'est-à-dire que si tu retires de la vie des valeurs comme la tendresse, l'écoute, le respect, la bienveillance, l'amour, la joie, la solidarité, la complicité, le rire, la créativité, si on retirait toutes ces réalités immatérielles de la vie ne serait plus vivable pour aucun d'entre nous. Parce qu'il y a de la dureté et de la douleur dans la vie. Mais c'est parce qu'il y a toutes ces valeurs fondamentales. Et ce qu'on voit, c'est que les gens qui font face au pire dans des camps de concentration ou des goulags ou des choses très injustes ou des agressions, c'est toujours en restant connectés avec les valeurs fondamentales qu'elles arrivent à survivre.
Tu vois, il y a cette jeune juive déportée à Auschwitz, Etty Le Soum, qui a laissé un journal magnifique derrière elle, où elle décrit ce basculement de la Hollande sous occupation nazie dans le pire. Et elle a des phrases extraordinaires où elle dit « La réalité... » Ah, tu vois, ça me touche toujours d'en parler. Moi, dès que je touche le sacré, je suis ému. Où elle dit « La réalité est en train de devenir tellement laide et cruelle qu'il est essentiel que nous ne rajoutions pas une once de laideur ou de cruauté. » Ah, wow! Tu vois? C'est magnifique. Ouais, ouais. Et elle a vraiment décrit dans ce journal son ascèse qui a consisté à continuer de voir envers et contre tout le meilleur en chacun, les beautés de la vie, de se nourrir de ça, parce que quand tu fais face à quelque chose d'aussi violent, si tu perds cette faculté-là, c'est fini. Ouais. Et puis le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs d'agir, c'est-à-dire trouver les moyens, même quand on est emprisonné ou torturé ou malade, de continuer à faire quelque chose d'utile. Et un très bel exemple, c'est les infirmeries des monastères. Quand les moines ne pouvaient plus participer aux offices et prier dans le cadre de la prière liturgique de l'Église, ils continuaient à dire le rosaire sur leur grabat pour la communauté, pour le monde. Et au lieu d'être là à se désespérer toute la journée en se disant « Ah, je peux plus, voilà, je suis confiné ici », non, ils continuaient à dire le rosaire pour l'humanité. Wow! Magnifique, magnifique. Ben écoute, je pense que c'est... Je te laisse... Non, mais merci de réagir comme tu le fais. Je sens aussi, tu vois, que tu vibres à ce que j'essaye de partager. Absolument, oui. Et c'est ça qui, pour moi, a été tellement émerveillant dans mon parcours, effectivement un peu atypique et hors des sentiers battus, mais parce que c'est le fait de pouvoir aller contacter ces réalités qu'on évoque qui m'a toujours tenu le plus à cœur. Et la beauté, c'est que une fois qu'on les a rencontrées, on peut les partager. Et là, c'est un peu unilatéral parce que tu me poses des questions, mais on va se voir bientôt et je me réjouis des discussions qu'on va pouvoir avoir où toi, tu vas m'apporter toutes tes résonances, toutes tes expériences, toutes tes compréhensions, parce qu'on ne comprend tous qu'une petite partie du réel. Et si on peut dialoguer autour de ce qu'on a compris ou ce qu'on croit comprendre, il y a un univers d'une richesse extraordinaire qui s'ouvre. Absolument. Ben, sur ces belles paroles, écoute, je vais inviter les gens à aller sur ton site web et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a une formation qui est gratuite. Oui. Et ben, moi, je vais m'inscrire. Vous allez sur le site, c'est Neurogenesis. Il y a une formation complète. Votre cerveau est génial, bien sûr. Et puis, il y a une formation complète et puis vous descendez un petit bas, un peu plus bas, il y a une formation qui est gratuite. Les formations, sinon, bon, il y en a plusieurs, là. Elles sont quand même très abordables, je trouve. C'est 197 €, je pense, pour une formation, ce qui est quand même pas cher, là. Donc, j'invite les gens à aller visiter ton site et aussi à aller visiter ton compte X où tu publies des vidéos, hein, comme celle-ci. Ouais. Et puis, c'est ça. C'est assez régulier, hein, les vidéos que tu fais, c'est à peu près une fois par semaine? 3 fois par semaine, plutôt. 3 fois par semaine, OK. Mais je veux dire, attends, là, il y en a en particulier, là, parce qu'il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues. Oui. En tout cas, vous irez voir. Vous irez voir, il y a plein de choses intéressantes à voir là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des Insoumis.